L'autre jour, je pensais au Japon. Ah, le Japon, ce magnifique pays où se côtoient le respect, la discipline, les jeux télévisés bizarres, les musiques énergétiques et bien sûr le noble art du tatouage. En regardant mon ancienne vidéo, les bandes noires, la signification, c'est un tatouage qu'on retrouve aussi au Japon sous deux formes, notamment dans la période Edo, où il était beaucoup présent. Il y avait deux significations possibles là-bas. Soit les Yakuza se le faisaient volontairement histoire d'identifier leur acte criminel. L'autre penchant, c'était le tatou punitif. On appelle ça un tatou Irezumi. Et c'était pour marquer notamment une personne qui avait violé la loi et ça enclenchait en fait une diffamation à vie. J'ai remarqué dans les commentaires ce petit débat. Je me suis donc dit qu'il était enfin temps de faire une vidéo sur le tatouage au Japon. Pour cela, je me suis aidé d'un article rédigé par un certain Gale, vous retrouverez ce dernier dans la description. J'ai aussi contacté des natifs japonais pour qu'ils puissent me faire un retour sur les divers termes qu'on peut trouver par chez nous. Petite précision, mais la plupart de ces termes renvoient au tatouage traditionnel japonais. Les japonais m'ont dit que ces termes étaient utilisés par l'ancienne génération, pas trop par la nouvelle. Cette dernière a beaucoup moins de mal avec la culture tatouage, et aujourd'hui le tatouage s'inscrit dans une dimension plus ou moins globale, artistique et esthétique. Je pense qu'à terme, au niveau mondial, nous aurons une généralisation de cet aspect-là. Au Japon, le tatouage est réalisé par un maître tatoueur. Leur nom est Orishi. Un synonyme qui est un petit peu moins utilisé est aussi Bunshishi. Ces derniers ont encore des tendances négatives. L'artisanat du tatouage, quant à lui, est nommé Orimono. Par ce terme, on montre le grand respect pour cette discipline. Plusieurs synonymes existent aussi pour parler du tatouage. On peut notamment nommer Wabori, qui veut dire sculpture japonaise, ou alors Bunshin pour décoration du corps. Il y a aussi le mot Shisei qui veut dire percé de bleu. Ça renvoie en fait à l'encre noire japonaise Sumi qui en vieillissant devient un petit peu bleuté. Cependant, Shisei est aussi un mot négatif. En effet, il renvoie au Yakuza et c'est donc un synonyme du mot le plus utilisé notamment par chez nous, Irezumi. Comme n'importe où dans le monde, le tatouage au Japon n'est pas récent. Les premières traces se trouvent sur l'ère Jomon, à savoir moins 13 000 à moins 400 avant Jésus-Christ. De moins 400 avant Jésus-Christ à 1600, jusque-là tout allait bien. Le tatouage dit Orimono était considéré comme un art et il était possible de le croiser dans les différentes sphères de la société. Par exemple, on retrouve le tatouage chez les geishas. Ces dernières pratiquaient cet art afin de se tatouer un point pour se lier avec un client et ainsi s'assurer qu'il reviendrait les voir. Mais c'est en 1720 que le Orimono deviendra Irezumi, terme beaucoup plus péjoratif. Ce dernier sera mis en vigueur par les classes dirigeantes. Les personnes ayant commis un crime plus ou moins grave se feront tatouer différents symboles, ce qui entraînera une diffamation à vie et permettra d'identifier ces criminels. Franchement, ça reste un tatou gratuit, c'est toujours cool. Par ce biais, un individu tatoué reflétait donc le crime et la misère de la société. À ce moment-là, le tatouage va connaître une énorme évolution. En effet, les criminels recouvraient leur tatouage punitif par d'autres pièces en allant voir les bunshishi. Bien sûr, d'autres japonais continueront de se faire tatouer par simple attrait de cet art, mais ça restera une minorité. L'évolution graphique, elle, va suivre la mode de l'ukiyo-e, les estampes japonaises gravées sur le bois. Ces fameuses gravures vont aborder plusieurs thèmes comme par exemple les paysages, la nature, les acteurs du kabuki, c'est le théâtre japonais, les shunga, ça c'est les scènes érotiques, ou encore les yokai. Et ça, c'est toutes les créatures du folklore japonais. Toutes ces thématiques vont donc former un ensemble qu'on retrouvera dans le tatouage japonais de cette époque. En 1827, le tatouage va connaître un autre tournant dans sa conception et son image. On le doit au roman Suidoken, roman chinois qui raconte l'histoire de 108 bandits se révoltant contre le gouvernement à l'époque corrompu. Connaissant un grand succès, l'artiste Utagawa Koniyoshi réalisera des œuvres basées sur ce roman. Il fera de nombreuses estampes mettant en scène ses protagonistes de manière héroïque. Il représente ces héros légendaires avec des tatouages issus de la culture et de la religion et leur donne une touche chinoise afin que le gouvernement dit shogunat n'y voit aucun affront. C'est précisément à cette période que les tatouages que nous connaissons aujourd'hui font leur apparition. La classe moyenne japonaise se sentant représentée, c'est tout naturellement qu'ils vont vouloir se faire tatouer ces estampes sur leur corps, et ce, peu importe le métier. Les artisans appelés shokukin sont ceux qui porteront le plus de pièces. Les pompiers civils par exemple, appelés shubushi, vont porter des pièces montrant leur appartenance et aussi une protection spirituelle contre les flammes. Pour les coursiers, appelés ikiak, les tatouages recouvrant leur corps formeront leurs nouveaux habits. Et enfin, un dernier groupe va s'approprier le tatouage en signe de distinction et d'identification, les kyokiak. C'est les ancêtres des yakuza, des vrais chevaliers de rue, protégeant les plus faibles en agissant en bande organisée. En réalité, pour les classes moyennes, le tatouage permettait deux choses essentielles. Les samouraïs s'estimaient trop hauts pour pratiquer le tatouage. Ils considéraient ça comme un acte barbare. Par contre, ces derniers avaient le droit au rituel du suicide appelé rituel seppuku.
Pour les autres du coup, la séance de tatouage qui est douloureuse était un petit peu l'équivalent de ce rituel. Deuxièmement, les plus modestes ne pouvaient pas se permettre d'acheter des kimonos ornés de broderies détaillées, contrairement aux familles riches. Le tatouage devient alors leur nouvelle parure. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au Japon, les machines n'existent pas. Ils utilisaient donc une technique appelée tebori, qu'on peut traduire sculpture à la main. Les deux seuls pigments qui existaient à l'époque étaient le sumi, l'encre noire japonaise, et le vermillon, qui provoquait 1 à 2 jours de fièvre intense. Entre 1633 et 1853, le pays est uniquement refermé sur son archipel. On appelle ça l'ère Sukak. La fin de cette période nous amène à l'ère Meiji. L'archipel s'ouvre donc un petit peu sur le monde et les dirigeants ont peur de l'image qu'ils vont renvoyer à l'extérieur. C'est pourquoi en 1870, ils arrêtent la pratique du tatouage punitif Irizumi, mais 2 ans plus tard, ils interdisent aussi la pratique du tatouage tout court, l'orimono. C'est à ce moment-là que le tatouage devient quelque chose de totalement clandestin et que l'image des maîtres tatoueurs devient entachée. Les Orishi purent continuer leur pratique du tatouage mais sous de fausses enseignes afin de ne pas éveiller les soupçons des autorités. Et d'ailleurs, pour cacher leur tatouage, ils portent de longs kimonos et ils réfléchissent à de nouveaux placements sur le corps afin que les tatouages soient cachés par le port d'une tenue traditionnelle. Quant aux autres pays, ils s'intéressent à cette nouvelle culture. Le prince George, futur roi George V, souverain britannique, se fit même tatouer un tigre et un dragon lors de son voyage au Japon. En 1880, un groupe d'individus appelé Edo Choyukai devient l'un des groupes les plus importants pour le tatouage japonais. Il s'agit d'une assemblée de personnes tatouées par le Orishi Oryuno 1 qui précède l'artiste Oryuno 2 et Oryuno 3. Ce groupe passionné par le Orimono se retrouve très souvent dans le sanctuaire shintoïste Oyama Afuri. Là-bas, ils vont réaliser des cérémonies religieuses. Ils vont en effet se purifier sous des cascades, montrer leur tatouage au dieu avant de prier. Ils apportent donc une vraie dimension spirituelle au tatouage. En plus, c'est que l'Edo Choyukai existe encore aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Américains vont s'installer au Japon. Ces derniers vont dicter leurs règles et ils vont réussir à faire abolir la loi interdisant le tatouage. Cette prohibition sera levée en 1948. Mais le peuple japonais conservera cette mauvaise image du tatouage. Les Américains, quant à eux, vont apporter une vraie modernité au tatouage japonais. Origoro 1, un artiste japonais, va rencontrer un Américain qui possède une machine électrique alors inconnue au Japon. Ce dernier va alors s'inspirer de cette dernière afin de créer sa propre machine. Mais l'artiste qui va vraiment participer à la modernisation du tatouage au Japon est le Orishi Orihide. En rencontrant 3 Américains tatoués sur le bras, il obtint la carte de visite d'un artiste. C'était Sailor Jerry, une légende vivante du tatouage aux USA. Ils eurent une relation épistolaire pendant 4 ans avant que Orihide se rende à Hawaï, lieu de résidence de Sailor Jerry. Là-bas, il apprendra le tatouage avec la machine électrique en échange de ses connaissances sur le Orimono. Il pourra même revenir au Japon avec un pack de couleurs offert par Sailor Jerry et une machine électrique. Et c'est comme ça que le sumi et le vermillon n'étaient plus les 2 seules couleurs disponibles au Japon. Malheureusement, le pays tire une nouvelle fois une balle dans le pied des tatoueurs, et ce à cause du cinéma. Entre 1960 et 1970, il y a eu une flopée de films représentant des yakuza, et ces derniers étaient toujours tatoués. Et comme dans les années 80 et 90, l'activité des yakuza se fait de plus en plus intense, l'État va mettre en place une politique anti-gang. Depuis, le nombre de yakuza a complètement chuté, passant de 28 000 membres en 2019 contre 180 000 à son pic le plus haut. Mais ces lois anti-gang vont entraîner de nombreuses interdictions. Les commerçants, notamment les onsen, c'est les sources thermales au Japon, vont tout simplement interdire l'accès aux personnes arborant des motifs sur leur corps. Cela allait jusqu'à l'interdiction d'ouvrir un compte en banque ou même de trouver du travail. Et si c'était interdit pour toutes les personnes tatouées et pas que les yakuza, c'était pour éviter de se faire péter la gueule, et c'est pour ça qu'ils ont fait une généralité. Le tatouage devint alors plus rare, les bunchinshin se tatouaient même plus, et les femmes, pour elles, c'était quasiment terminé. Seuls quelques érudits continuaient de se faire tatouer, ou bien les membres des syndicats. Pourtant, 30 ans plus tard, les orimono existent toujours, la culture semble même aujourd'hui aller de l'avant. Dans les années 2000, on voit une explosion de ce style. Beaucoup de tatoueurs veulent se spécialiser et la demande est grandissante. Il est important de se rappeler que comprendre le orimono, c'est quelque chose de complexe. Il faut s'imprégner de la culture japonaise et la comprendre. Appliquer ces règles à la perfection, ça peut même prendre toute une vie. Ce n'est pas pour rien que le mot patience en japonais est aussi un des synonymes pour décrire le tatouage. Et voilà, ce petit cours d'histoire est maintenant terminé. Pour résumer, tu dois maintenant parler d'orimono.
terme désignant l'art du tatouage et montrant le plus profond respect pour ce dernier. L'irizumi, ça n'existe plus, et ça fait référence à une période passée du Japon. Les maîtres tatoueurs sont appelés Orishi ou moins couramment Bunshinshi. Et non, il n'y a pas que les Yakuza qui se font tatouer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la commenter, à mettre ton petit like. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux même la partager. Et je te jure que ça aide plus que tu ne le penses. Tu peux aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je suis présent sur TikTok, YouTube, Instagram. Ah et des bisous.